On entend partout nous dire qu'il faut acheter des entreprises exceptionnelles, des boîtes qui ont ce qu'on appelle un moat ou un avantage concurrentiel durable. Et l'exemple parfait est Coca-Cola. Tout le monde s'accorde à dire que leur marque est un énorme avantage concurrentiel, car elle est connue dans le monde entier. Pourtant, et c'est là que ça devient intéressant, si on regarde la performance de l'action Coca-Cola, on se rend compte qu'elle a fait 3 fois moins bien que le S&P 500 sur les 5 dernières années. C'est un peu bizarre, non? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Pourquoi les entreprises exceptionnelles n'obtiennent-elles pas toujours des résultats exceptionnels en bourse? Bon, pour commencer, on va définir ce fameux moat, et ensuite on regardera les chiffres pour comprendre le problème de façon objective. Alors ce concept de moat, c'est Warren Buffett qui l'a rendu célèbre. L'image est simple, une entreprise exceptionnelle, c'est comme un château fort. Et le moat, ce sont les douves remplies d'eau tout autour qui empêchent les concurrents de venir attaquer le château, c'est-à-dire de piquer des parts de marché et de faire baisser les prix. Grâce à ça, l'entreprise peut rester rentable pendant très longtemps. Et le cabinet d'analyse Morningstar a même classé ces douves en 5 grandes catégories. 1. Les actifs incorporels. Ce sont les marques telles que Coca-Cola ou Apple, des brevets qui protègent une invention ou des autorisations spéciales de l'État. 2. L'avantage du coût. C'est la capacité à fabriquer un produit ou à offrir un service pour moins cher que la concurrence, souvent parce qu'on est énorme. Pensez à Walmart ou à McDonald's. 3. Les coûts de substitution. C'est quand c'est compliqué, cher ou juste pénible pour un client de changer de fournisseur. Du coup, il reste. Par exemple, avec votre banque ou un logiciel d'entreprise. 4. L'effet de réseau. C'est le cas où un service devient de plus en plus utile à mesure que le nombre d'utilisateurs augmente. Chaque nouvelle personne renforce le réseau pour tout le monde. Pensez à Mastercard ou à Facebook. Et 5, la niche. Ça concerne les marchés où il n'y a de la place que pour une ou deux entreprises pour que ce soit rentable. Et c'est très difficile pour un nouveau de s'installer. Les aéroports par exemple. En théorie, c'est donc logique. Une entreprise avec un gros moat devrait cartonner en bourse. Elle peut fixer ses prix, elle génère de l'argent de façon stable et elle résiste mieux aux crises. Et d'ailleurs, des études ont montré que sur le long terme, les portefeuilles d'actions de boîtes avec de gros moats ont tendance à faire mieux que le marché en général. Voici à l'écran l'exemple d'un portefeuille de 18 entreprises de différents secteurs avec un gros moat qui a réussi à obtenir la performance de, tenez-vous bien, de 21,48% par an en moyenne depuis 2006, ce qui représente une multiplication du capital par 49 en 20 ans. Pas mal, non? Et si vous souhaitez découvrir ce portefeuille en intégralité, cliquez sur le premier lien en description. Bon, revenons à nos explications. L'exemple parfait pour décrire une entreprise avec un moat, c'est Coca-Cola. Leur forteresse, c'est leur marque, un actif incorporel surpuissant, car elle est connue dans le monde entier et les gens y sont très attachés. Mais malgré cette solidité, la performance de l'action a été assez décevante. Regardons les chiffres. Sur les 20 dernières années, la performance de Coca-Cola a été de 428%, soit environ 9% par an en moyenne, alors que le S&P 500 a été de 609%, soit environ 11% par an en moyenne et 2% de plus que Coca-Cola. Ça prouve bien qu'il ne suffit pas d'acheter une bonne entreprise pour être sûr de surperformer en bourse. Avoir un moat, c'est essentiel, mais ça ne suffit pas. Il y a autre chose qui rentre en jeu. Et qu'est-ce qui fait monter le cours d'une action en bourse? Ce sont principalement les anticipations de croissance future des bénéfices. Et pour une entreprise aussi gigantesque que Coca-Cola, c'est mathématiquement très difficile de continuer à grossir très vite. C'est beaucoup plus simple de doubler son chiffre d'affaires quand on pèse 1 milliard que quand on en pèse 300. Et si on regarde les revenus de Coca-Cola, on voit bien qu'ils ont atteint une forme de maturité. Après un pic de 2012, leur chiffre d'affaires a stagné pendant des années avant de remonter doucement. Leur croissance annuelle est faible, typique d'une entreprise qui a déjà conquis le monde entier. Et le marché le voit et en tire une conclusion simple. La valeur d'une entreprise, c'est la somme de tous les bénéfices qu'elle va faire dans le futur. Et si la croissance de ces bénéfices est perçue comme faible, alors la valeur d'aujourd'hui est forcément plus basse. Et donc en soi, le marché ne rate pas le moat de Coca-Cola. Il voit simplement que ce moat sert maintenant surtout à défendre ce qui existe déjà, pas à conquérir de nouveaux territoires. La faible performance de cette entreprise, avec un avantage concurrentiel indéniable, est donc justifiée. Bon, ça c'était l'explication rationnelle. Mais vous savez très bien que les marchés financiers ne sont pas toujours logiques et peuvent propulser une entreprise médiocre vers des sommets historiques. Comment cela est-il possible? Eh bien, grâce à la puissance des histoires et de nos biais psychologiques. Le fait que Coca-Cola ait une faible croissance, ce n'est pas juste une ligne dans un fichier Excel. Ça devient une histoire, un récit que tout le monde se raconte. Coca-Cola, c'est une entreprise du passé.
C'est ennuyeux, leurs meilleures années sont derrière eux. Et une fois que cette histoire est installée dans notre cerveau, nous faisons tout inconsciemment pour la renforcer. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. On va chercher toutes les infos qui confirment ce qu'on pense déjà. De plus, comme l'action fait du surplace depuis des années, le biais de récence nous pousse à croire que ça va continuer comme ça pour toujours. Et là, ça devient une prophétie autoréalisatrice. L'histoire dominante négative fait qu'il n'y a pas d'enthousiasme, personne n'en parle, les gros investisseurs préfèrent mettre leur argent sur des noms plus excitants, du coup, il n'y a pas beaucoup de demandes pour l'action. Donc, son prix ne monte pas. Et le fait que le prix ne monte pas vient confirmer l'histoire de départ. C'est une boucle psychologique. L'action sous-performe parce que les gens croient qu'elle va sous-performer. Et à l'exact opposé de Coca-Cola, on a ce qu'on appelle les actions narratives. Ce sont des entreprises dont la valeur en bourse n'a presque plus rien à voir avec leurs résultats actuels, mais tout à voir avec une histoire incroyable sur le futur. Prenons l'histoire de Tesla. Ce n'est pas juste on vend des voitures électriques. C'est Elon Musk, un génie visionnaire et en train de révolutionner l'automobile, l'énergie, l'intelligence artificielle et les robots. Cette histoire est tellement puissante qu'à un moment, la valeur boursière de Tesla a été 4 fois plus élevée que celle de Toyota, alors que Toyota vendait 10 fois plus de voitures. Le marché n'achetait pas ce que Tesla faisait, mais la promesse de ce que Tesla allait devenir. Autre action narrative, l'histoire de Palantir. C'est celle d'une entreprise de logiciels ultra secrète et surpuissante, indispensable au gouvernement et qui va bientôt dominer le monde de l'entreprise grâce à son IA. Ce récit a fait exploser sa valorisation à des niveaux complètement fous, avec des ratios cours sur bénéfices qui ont dépassé les 500. Une analyse a même estimé que l'action était surévaluée de près de 90% par rapport à sa valeur réelle. Et le danger ici, avec ce type d'action, est énorme. Quand on paie un prix aussi élevé pour une promesse, il n'y a aucune marge d'erreur. L'entreprise doit absolument tout réussir à la perfection. Et donc, au moindre accroc, la belle histoire s'effondre et la valeur de l'action avec. Donc, parier sur des promesses à long terme, c'est la meilleure façon de perdre son argent. Mais alors, est-ce qu'il existe des entreprises qui ont des moats indéniables, ainsi qu'un scénario de croissance future crédible et puissant? Eh bien, la réponse est oui. Et c'est là qu'on trouve les vrais gagnants de la bourse à long terme. Prenons l'exemple de l'entreprise Hermès. Le moat d'Hermès, c'est le luxe absolu, l'artisanat et surtout une stratégie géniale de rareté organisée. Ils fabriquent volontairement moins de sacs Birkin qu'il n'y a de demande, ça crée un désir fou et leur permet de mettre les prix qu'ils veulent. Mais contrairement à Coca-Cola, l'histoire d'Hermès n'est pas celle d'une entreprise du passé, c'est celle d'une marque qui connecte avec les gens les plus riches de la planète. Un groupe qui ne cesse de grandir. Et le résultat en bourse est spectaculaire. La performance sur les 20 dernières années a été de 3180%, tandis que la performance du CAC 40 a été de même pas 60%. Alors que dans l'indice CAC 40, il y a Hermès. C'est fou. Voici encore une preuve irréfutable qu'il faut éviter d'investir dans des ETF et qu'il vaut mieux choisir ses actions et construire son portefeuille pour obtenir plus de performances en bourse, sans risque supplémentaire tant que vos choix sont bien diversifiés. Si vous investissez dans des meilleures entreprises, vous aurez des meilleures performances. C'est aussi simple que ça. Et si vous souhaitez savoir comment faire, cliquez sur le premier lien en description pour découvrir ma méthode. Autre exemple d'entreprise dans ce cas, l'entreprise Mastercard. Le moat de Mastercard, c'est un effet de réseau surpuissant. Chaque nouveau client rend la carte plus utile pour les commerçants et chaque nouveau commerçant la rend plus utile pour les clients. Et leur histoire de croissance, c'est celle de la fin de l'argent liquide, une tendance mondiale qui va durer encore des décennies. Et le marché a adoré cette combinaison de moat et d'une belle histoire. La performance de Mastercard sur les 20 dernières années a été de 14 950%, alors que le S&P 500 a été de 610%, en sachant également que Mastercard fait partie de l'indice américain. La conclusion est donc claire. Le marché ne valorise pas un moat dans l'absolu, il le valorise en fonction de l'histoire qu'on peut raconter sur l'avenir de l'entreprise. Un moat qui protège une boîte qui stagne, le marché s'en fiche un peu. Un moat qui protège une boîte en pleine croissance, là, le marché est prêt à payer très cher. La vraie question n'est donc pas seulement est-ce que cette entreprise a un moat, mais plutôt quelle est l'histoire que le marché se raconte sur son avenir par rapport à son moat. Bon, maintenant qu'on a bien compris le problème, on fait quoi concrètement? Eh bien, je vais vous partager les 3 étapes que je réalise pour choisir les entreprises de mon portefeuille dans l'objectif de viser une performance moyenne de 20% par an. La toute première étape, et la plus importante pour un investisseur à long terme, on n'investit que dans des entreprises qui ont un moat. C'est non négociable car c'est votre meilleure protection pour ne pas perdre d'argent.
Le moat, c'est ce qui permet à une entreprise de durer et de créer de la valeur pendant des décennies. Et pour déterminer si l'entreprise a un moat, j'analyse les états financiers sur 10 ans de 1500 entreprises chaque année. Donc, c'est le compte de résultat, le bilan comptable et le flux de trésorerie. Pour chaque entreprise, j'évalue 22 ratios financiers, puis j'émets une note finale de 0 à 10. Et si la note de l'entreprise est supérieure à 8,6 sur 10, soit 17 sur 20, alors elle est considérée comme excellente avec un moat indéniable et elle est qualifiée pour l'étape 2. Par exemple, en 2025, seulement 130 sociétés sur 1500 ont été sélectionnées. Une fois qu'on a trouvé des entreprises de qualité, la deuxième étape, c'est de comprendre ce que le marché en pense. Est-ce que l'action se traîne depuis des années comme Coca-Cola ou est-ce qu'elle surperforme tout le temps comme Mastercard? Pour cela, j'examine la performance annuelle moyenne de chacune des 130 entreprises sur les 20 dernières années. Cette mesure me permet de les classer en deux catégories. Le rang A, ce sont les entreprises de qualité qui ont généré une performance moyenne supérieure à 17% par an. En 2025, j'en ai identifié 42 qui correspondent à ce critère. Et le rang B, ici se trouvent toutes les autres entreprises de qualité qui n'atteignent pas ce seuil de performance. Mon objectif est de construire un portefeuille bien diversifié de différents secteurs. Donc ma priorité va être d'investir majoritairement dans les entreprises de rang A, mais si dans la construction de mon portefeuille, aucune de ces opportunités de rang A ne m'intéresse, par exemple je veux diversifier plus dans un secteur, eh bien je me rabats alors sur les entreprises de rang B, comme alternative fiable, mais théoriquement moins rentable. Puis, la troisième et dernière étape, c'est de déterminer quelle entreprise représente la meilleure opportunité en ce moment. Et pour cela, je réalise mensuellement un classement qui mesure le meilleur rapport qualité-prix en fonction de sa valorisation et de son rendement. En résumé, j'investis en 5 minutes par mois sur une entreprise de qualité, ayant une performance moyenne passée de plus de 20% par an depuis plus de 20 ans, et qui présente en ce moment la valorisation la plus basse avec le rendement le plus élevé de toutes les entreprises que je surveille. Ça a l'air pas trop mal, non? C'est ma méthode, la méthode Allard. Et si vous souhaitez la reproduire pour vos investissements, j'ai réalisé une vidéo qui vous montre en toute transparence les coulisses de mon programme, afin de vous aider à déterminer si cela peut vous correspondre ou non. C'est le premier lien en description. Merci de votre écoute et à bientôt!